Bonjour à tous. Bienvenue au Café scientifique des IRSC. C'est très plaisant de voir une foule comme ça qui s'intéresse à la science, qui va s'intéresser aussi à la transplantation. Alors, encore une fois, bienvenue. Je me présente, Serge Desnoyers, directeur adjoint de l'Institut des maladies infectieuses et immunitaires des IRSC. Les IRSC représentent l'organisme subventionnaire principal en recherche en santé au Canada. Les IRSC sont constitués de 13 instituts, dont le nôtre, qui est basé à Québec. Notre institut investit en recherche et, entre autres, supporte la recherche en transplantation. Nous supportons, entre autres, le programme de transplantation canadien national qui a débuté en 2013. On a investi environ 1,5 million par année pour la recherche dans ce réseau-là. Et il y a d'autres instituts, parmi les 12 autres, qui participent à cette recherche. Les IRSC, globalement, ont un budget impressionnant. On investit tout près d'1 milliard de dollars par année en recherche dans le secteur biomédical, clinique, système de santé et santé des populations. Je vous remercie encore d'être présent ici, de vous intéresser à la science, de vous intéresser à la recherche. Ça nous fait plaisir de faire cet échange-là et je vais vous laisser entre les mains expertes de notre animateur aujourd'hui, M. Michel Rochon. Bonjour tout le monde. Alors, je suis très heureux d'être l'animateur de ce café scientifique, mais comme on le sait, on n'est pas dans un café, on est dans un auditorium. J'ai à mes côtés des experts, des sommités au Canada dans le domaine de la transplantation. Mais le but, en fait, c'est de vous permettre d'avoir accès à ces experts-là et ensemble d'échanger. Alors, moi, je vais tenter d'être le facilitateur d'un dialogue, d'une longue jasette entre nous, où on pourra aller peut-être plus loin dans ce qui se fait actuellement au Canada, à la fois dans la recherche, dans le don d'organes et également dans la chirurgie de la transplantation. C'est un vaste univers. Je sais que dans le public ici, je crois qu'il y a des gens qui ont subi des transplantations, qui sont donneurs. Il y a des gens qui s'intéressent à la recherche. Donc, on va jaser de tout ça. Je vais prendre un petit 2 secondes tout simplement pour tenter de vous donner une perspective un tout petit peu parce que moi, je suis journaliste scientifique et médical et nous, dans notre domaine, on est fascinés par la transplantation. Je vous dirais qu'il y a 3 domaines qui, moi, me fascinent, la chirurgie du cerveau, la chirurgie du cœur et les transplantations. Pourquoi cette fascination? C'est assez récent, la transplantation, ça a un siècle à peine. Et dès qu'on a fait les premières transplantations, on s'est rendu compte d'un phénomène qui a un peu mis les freins dès le départ, c'est le rejet, la notion du rejet. Et il a fallu attendre longtemps avant qu'on développe des médicaments pour tenter de contenir et de faire la recherche pour contenir ce phénomène-là. On se souvient, moi je suis un peu âgé, là, mais je me souviens dans les années 60 du fameux docteur Bernard, Christian Bernard, l'Australien qui avait fait la première transplantation cardiaque. On était tous fascinés par ça. On a réussi à aller tout jusqu'à la fin du siècle à transplanter la plupart des organes. Maintenant, on s'attaque aux membres dans cette nouvelle décennie. Mais j'aimerais quand même donner une toute petite perspective canadienne avant de lancer et de donner la parole à mes invités sur la transplantation ici. En 2012, il s'est fait un peu plus de 2200 transplantations au Canada, seulement 264 au Québec. Et qu'est-ce qu'on transplante? On transplante surtout des reins, plus de 1300, des foies, pas loin de 500, des poumons, pas loin de 200, des cœurs, plus de 160, et du pancréas, 77. Là-dessus, on a à peu près, dans le monde des donneurs, dans cette année-là, en 2012, à peu près 1000 donneurs. Moitié étaient des donneurs décédés, d'autres des donneurs vivants. Au Québec, on note une chute depuis 2008 de la transplantation. On en faisait 430. En 2012, on était rendu à 364. Donc, il y a cette perspective-là qu'on aura probablement la chance de discuter. Alors, je m'arrête là. On va commencer le café.
J'ai 4 distingués invités avec moi. Je vais simplement donner leur nom pour être très poli. On va commencer avec le docteur Hébert. Donc, j'ai à ma gauche le docteur Marie-Josée Hébert. À côté, le docteur Steven Parskevas et le docteur Michel Carrier. Et tout au bout, un double greffé, Alexandre Grégoire. Commençons par Dr Hébert. Bonjour, Dr Hébert. Bonjour, M. Rochon. Votre micro fonctionne. Mais oui. Bon, puis là, je l'ai bougé, alors on va me faire chicaner. Alors, je vais y aller rapidement. Vous êtes co-directrice du Programme national de recherche en transplantation du Canada depuis 2013. Vous avez beaucoup de titres. Titulaire de la chaire Shire en néphrologie, transplantation et en régénération rénale, et aussi directrice du Programme de transplantation d'organes de l'Université de Montréal. Vous faites beaucoup de recherches, 70 publications scientifiques, des anticorps dans le rejet des greffons rénaux. J'ai vu ça, là, on en parlera. Alors, je vous lance, comment une femme comme vous, encore jeune, brillante, quelle est votre passion personnelle? Qu'est-ce qui vous motive actuellement en 2015? Parlez-nous de ces programmes de recherche nationaux dont vous êtes la co-directrice. Parlez-nous de l'implication des patients dans cette recherche-là. Allez-y, vous avez, par contre, 5 minutes. Mais oui, j'ai même pris des notes. Mais j'ai beaucoup aimé la section de votre introduction. Jeune, oui, ça, c'était bien, ça. Oui, vous êtes jeune encore, alors, très jeune. Je suis très jeune. Oui. Mais j'ai fait ma formation en médecine dans les années 80 et 90, donc médecine puis néphrologie ici à l'Université de Montréal. Puis après, j'ai quitté pour Boston, pour l'Université Harvard, où j'ai fait essentiellement ma formation en recherche. Quand j'ai quitté Montréal, c'était clair que je voulais faire de la transplantation, bien sûr, parce que comme vous l'avez souligné, il y a des éléments intellectuellement très satisfaisants en termes d'innovation, de développement en transplantation, mais il y a un élément qui me parlait encore plus, et c'était la richesse clinique et le lien qu'on peut former avec nos patients, qu'on voit, qu'on suit sur pas seulement des années, mais des décennies. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très parlant. Puis l'autre élément, c'est de pouvoir travailler en groupe, certains diront en gang. Mais donc, on travaille depuis le début de la transplantation en équipe multidisciplinaire. Je pense que c'est dans l'ADN de la discipline et c'est quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur. Donc, j'arrive à Boston, à Harvard, bien excitée. C'est une période d'ailleurs très excitante. Il y a plein d'innovations en biologie moléculaire, décodage du génome humain. Et puis, j'avais la conviction profonde que c'était important d'acquérir une formation en recherche pour mieux comprendre des cas que j'avais vus durant ma formation en transplantation à l'Université de Montréal, des cas de rejet pour lesquels on était convaincus qu'on avait fait tout ce qu'on pouvait faire. Et pourtant, ça ne s'était pas exactement passé comme on aurait voulu. Et puis, je me disais, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ces patients-là auraient dû bien évoluer, et puis pourtant, ils ont eu un rejet qui n'a pas répondu aux médicaments. Et quand je suis arrivée à Boston, ce qui était... Parce qu'en sciences, comme dans tout, il y a des modes. Et donc, ce qui était à la mode, c'était beaucoup la reconnaissance que les cellules, tout comme nous, sont régulées par des programmes moléculaires, et certains... font survivre les cellules, mais certains programmes sont là pour faire mourir les cellules. Et on s'intéressait beaucoup, on avait découvert, donc, il y avait plusieurs gènes qui régulaient ce qu'on appelle la mort cellulaire programmée. Et c'était clair dans ma tête que, bien sûr, lorsque mes confrères chirurgiens, mes confrères intensivistes vont identifier un donneur, lorsqu'il y a une mort cérébrale, lorsqu'il y a un greffon qui est transplanté d'une personne à l'autre, il va y avoir du dommage à l'intérieur du tissu et qu'il y a des cellules qui meurent. Et donc, l'hypothèse qui est sortie de cette expérience clinique-là, c'est qu'il était possible que la mort cellulaire à l'intérieur du tissu altère, change de micro-environnement, puis ait potentiellement un rôle dans le rejet. Et c'est une idée qui a continué à habiter mon programme de recherche jusqu'à maintenant. Donc, je reviens au Canada à la fin des années 90. Puis là, je vous dirais que c'est la période de tous les débuts. Je démarre mon labo comme chercheur indépendant. Je démarre ma carrière comme néphrologue spécialisée en transplantation. Je supervise mes premiers étudiants à la maîtrise et au doctorat. Et puis, mon mari et moi, on devient parents. Alors là, ce que j'ai découvert, surtout, bien plus que mes découvertes scientifiques, c'est la signification du mot « organisation ». Et ça m'a toujours habité par la suite. Mais on continue dans mon équipe naissante à mieux comprendre qu'est-ce que les cellules
libèrent dans le micro-environnement lorsqu'elles sont endommagées, puis est-ce que ça peut pas jouer un rôle dans les rejets qu'on n'avait pas très bien compris chez certains de nos patients. Et donc, pour faire ça, on commence à collaborer avec certaines autres équipes ici à Montréal et on se rend compte qu'on peut avoir une super bonne idée en recherche. Mais entre la bonne idée et la réalisation que cette idée-là, elle est pertinente pour nos patients, bien, il peut y avoir des années qui s'écoulent. Et donc, la recherche, ça prend du temps, de la ténacité, certains diront de l'obstination. Mais ça, j'en manque pas. Donc, alors, on continue à progresser. En 2004, un autre élément dans ma carrière arrive quand le Fonds de la recherche en santé du Québec fait un appel d'offres pour lancer des équipes multidisciplinaires dans certains domaines, dont la transplantation. Et là, on crée au Québec une équipe de 7 chercheurs qui travaillent en transplantation, mais d'horizons divers. Des immunologistes, mais des chercheurs cliniciens, des psychologues, des bioéthiciens. Et là, c'est vraiment l'apprentissage de la multidisciplinarité. Comment travailler dans une équipe multidisciplinaire et comprendre les difficultés, mais aussi tout ce que ça peut nous donner comme capacité d'accélérer la traduction de nos résultats de recherche vers des applications plus concrètes. Et ce petit programme québécois a joué, je pense, un rôle fondateur dans l'élaboration du plus grand programme qui est le Programme national de recherche en transplantation du Canada, qui est maintenant supporté, financé par les instituts de recherche en santé. Monsieur Desnoyers y a fait allusion, et qui englobe plus de 100 chercheurs maintenant d'un océan à l'autre. Donc, il vous reste une minute, docteur. Ben oui, puis il me reste un paragraphe. Parfait, pas allons-y, pire, hein? c'est bonne. Allez-y. Et c'est ce qui fait que maintenant, on a réussi, avec des approches en collaboration, à passer d'observation dans des modèles cellulaires à des applications chez le patient, à se rendre compte qu'on peut maintenant définir des nouvelles causes, des nouvelles molécules qui sont impliquées dans le rejet. Et dans mon laboratoire, c'est des découvertes qui nous ont bien sûr enthousiasmés, mais on est très conscient que pour amener ces découvertes-là auprès du patient, pour tester une découverte et pour savoir si ça peut devenir un test clinique, une nouvelle modalité thérapeutique, on a encore besoin de créer des liens et de créer des collaborations. Et c'est ce que le Programme national nous offre maintenant. Et de le faire avec d'autres chercheurs, mais on est très fiers qu'à l'intérieur du Programme national, on tente aussi de créer des collaborations bien structurées avec nos patients comme partenaires pour élaborer nos priorités de recherche, mais aussi faciliter la traduction de ces résultats dans des réalités qui sont significatives. Alors, bravo, 6 minutes. On l'applaudit, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci. Passons à notre deuxième invité. Alors, le docteur Steven Parskevas, il est chirurgien transplanteur. J'aime ce mot-là, transplanteur. Pour moi, c'est comme l'homme qui plantait des arbres. Vous êtes là pour planter la vie. C'est extraordinaire. Au CUSUM, vous êtes également président de la Société canadienne en transplantation. Et au CUSUM, vous êtes directeur du département de recherche en transplantation, également directeur du programme de greffe de pancréas et d'îlots, les îlots de Langerhans. Et vous faites également de la recherche, vous aussi, je crois. dont moi, ce qui m'a intéressé, là, c'est les biomarqueurs des lésions rénales là, lorsqu'on fait une préservation mécanique. Je ne sais pas si vous pourriez nous en parler. Mais je vous lance un peu sur une autre piste, parce qu'on s'en était parlé il y a quelques jours au téléphone, là. L'organisation clinique, parce que transplanter, ce n'est pas une opération simple. Du moment que le patient arrive et le moment sort avec son organe, sur le plan clinique, il y a beaucoup de choses. Et essayez de m'incarner ça dans vos propres motivations personnelles. Vous avez 5 minutes, docteur. Allez-y. Merci, Michel. Je ne sais pas si je vais prendre 5 minutes, mais c'est intéressant. J'ai une vie peut-être parallèle à mon collègue Marie-Josée Hébert, un petit peu, sauf que je viens de Winnipeg et je suis allé à la même alma mater en Boston, peut-être quelques ans en avance. Je ne suis pas si jeune que toi, Marie-Josée. Et pour mon baccalauréat seulement. Alors,
les années où on n'a pas les mêmes priorités dans la vie. Mais je suis retourné au Canada à ma ville favorite, vraiment à Montréal, pour la médecine, à McGill. Et c'était pendant ce temps et les années après où j'ai fait mon entraînement en chirurgie générale, j'ai vu un article dans le New England Journal of Medicine qui est une revue, un article concernant les greffes pancréatiques et les greffes des îlots pour le traitement du diabète de type 1. Et l'article s'appelle en anglais Pancreas and Islet Transplantation, Cures or Curiosities, les cures ou les curiosités. Et c'était vraiment cet article qui, je l'ai encore, j'ai une copie de cet article encore parce que pour moi c'était une indication, un champ que je trouve très intéressant. Je suis vraiment fasciné par la transplantation et le concept de faire une transplantation pour une cure du diabète, c'était pour moi très impressionnant. Et aussi la question, parce qu'on ne savait pas, je pense que c'est 92 où c'était publié, et on ne sait pas vraiment si ça sera l'avenir de le traitement pour le diabète ou non. Et c'est la question et l'incertitude qui m'a aussi impressionné. Et j'ai embarqué pendant mes années de résidence en chirurgie générale sur un programme de recherche en laboratoire pour quelques ans pour développer une thèse doctorat sur la survie des cellules bêta. Ce sont les cellules qui produisent l'insuline vraiment dans le pancréas. C'est les cellules qui sont attaquées chez le diabète de type 1. Comment les mécanismes de survie dans ces cellules et les marqueurs de mort, à peu près un peu comme la recherche de Marie-Josée, l'apoptose, la mort cellulaire programmée, et comment peut-être on peut l'inhibiter pour augmenter la survie des cellules dans le contexte de la transplantation ou même dans le contexte de la diabète et les cellules du receveur avant quand il développe le diabète. Pour compléter cet entraînement, je suis allé et j'ai vraiment privilégié à faire mon entraînement en chirurgie de transplantation à l'Université de Minnesota, un centre qui est vraiment le mecca peut-être pour la greffe pancréatique et la greffe des îlots, avec deux médecins là-bas qui sont vraiment des pionniers dans ce champ, Dr. David Sutherland, qui a développé la science de la transplantation pancréatique, et Dr. Bernard Herring, qui est venu récemment de l'Allemagne pour diriger le programme le plus performant de greffe des îlots au monde. Je suis là pour 2 ans et depuis les dernières 12 ans, je retourne encore à ma ville favorite pour commencer le programme de transplantation des îlots ici à McGill. Le programme est encore, comme mes collègues sont au courant, le programme est encore en développement, mais peut-être dans la dernière étape, on a un laboratoire qui comprend une salle blanche pour produire les cellules pour transplanter au receveur diabétique.
c'est quelque chose, un processus assez compliqué et assez cher à soutenir. Alors, le but pour les dernières 10 ans, c'était de développer ce laboratoire et de le faire fonctionner vraiment. Je suis très heureux d'avoir une équipe très, très dédiée qui est disponible 24 heures sur 24 et qui sont aussi des experts dans le processus de produire la préparation des cellules après avoir reçu un organe d'un donneur décédé. Alors, j'espère que dans les prochains mois, on va avoir notre premier receveur ici et vraiment le deuxième programme actif au Canada après le programme à l'Université d'Alberta. Heureusement, pendant ce temps qu'on développe le laboratoire et notre programme, la science de la transplantation cellulaire a encore changé. Les années 2000 sont peut-être très, très difficiles. On a perdu beaucoup de programmes mondiaux à cause des résultats peut-être moins bons, des résultats qui démontrent peut-être un problème avec la survie des cellules dans le receveur. Maintenant, on voit avec certains centres qui ont continué à faire ces transplantations que le niveau de réussir et le niveau d'insulino-indépendance chez les receveurs a augmenté grâce à une cocktail de médicaments immunosuppresseurs plus capables, plus nouveaux. Et nous sommes dans un nouveau ère de ce traitement où peut-être on va voir que ça va remplacer le greffe d'un organe solide. Il vous reste 30 secondes, docteur. Avec un greffe de 5 millilitres de cellules qui peut soutenir un individuel sans des injections d'insuline. Mais c'est mon but professionnel. Avec les 30 secondes qui me restent, je suis privilégié d'être président d'une société qui est responsable pour convoquer la communauté canadienne à tous les professionnels, infirmières, médecins dans le champ de transplantation et d'essayer à soutenir le développement de la nouvelle génération aussi, entraînement et enseignement des nouveaux professionnels. Alors, merci, ça c'est... C'est le temps qu'on a malheureusement, mais n'ayez crainte, on va avoir une heure de questions par la suite. Merci beaucoup, une bonne main d'applaudissements s'il vous plaît au docteur Parskevas. Merci beaucoup. Mais ce que je retiens avant d'aller au prochain invité, c'est quand même quelque chose pour les gens. Là, retenez ça, là, la piètre performance des résultats. Moi, c'est ce que j'ai retenu, là, qui globalement semble avoir donné un frein à l'ensemble de l'activité mondiale de transplantation. Je me trompe pas, là. J'aimerais qu'on en discute peut-être tantôt quand on va parler de l'avenir, du futur, comment on peut changer ça. Merci beaucoup, docteur. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter le docteur Michel Carrier, chirurgien cardiaque, transplanteur lui aussi. Chef de la division de chirurgie cardiaque qui regroupe le CHUM, l'Institut de cardiologie de Montréal, l'hôpital Sacré-Cœur et le CHU Sainte-Justine. Alors, il est également, et surtout de façon plus importante peut-être pour notre café, directeur médical de Transplant Québec. Alors, on parlait tantôt en introduction de toute cette notion du don d'organes. Hein, c'est la source même de l'exécution de la transplantation. C'est pas facile, on a de la difficulté. Peut-être que vous pourriez nous donner, tout en nous donnant votre motivation personnelle, votre perspective là-dessus pour peut-être allumer nos gens dans la salle. La parole est à vous, 5 minutes, docteur. Merci. Alors, je vais y aller. Je vais commencer par
vous donner un peu mon expérience personnelle et d'où je viens. Moi, je suis un petit gars du Lac-Saint-Jean, là où il fait plus froid encore qu'à Montréal, aujourd'hui en tout cas. Comme tout le monde, fin des années 60, vous savez ici que la première greffe cardiaque a eu lieu ici à Montréal, au Canada. Pierre Grondin avait fait cela. Moi, j'étais en culotte courte à l'époque. Puis en 1983, lorsque je finissais ma formation, où je complétais ma formation ici à Montréal en chirurgie cardiaque, en chirurgie générale, les collègues de l'Institut de cardiologie de Montréal avaient reparti le programme de transplantation. On est en 1983. Alors, dans les années 60, Pierre Grondin fait quelques greffes, mais il y avait de mauvais résultats à l'époque. Vous savez, les gens ne survivaient quelques mois, mais on avait de gros problèmes avec l'immunosuppression, pas de méthode pour faire du diagnostic du rejet. Alors, la technique fonctionnait. Moi, je suis un chirurgien. Comme Steve à côté, là, on aime ça, coudre et anastomoser, couper, c'est notre travail, on fait ça au quotidien. Mais les résultats n'étaient pas bons parce qu'on n'était pas capable de faire survivre le malade, on n'avait pas de moyen de diagnostiquer le rejet, surtout, et on n'avait pas de bons médicaments pour faire l'immunosuppression. En 83, le programme est reparti à l'Institut cardio, comme dans beaucoup d'endroits dans le monde, par la venue d'un médicament assez extraordinaire qui s'appelle la cyclosporine et qui a vraiment nous a permis de repartir. Alors moi, je suis petit garçon dans le coin là-bas et on m'offre d'aller, dans le coin ici, on m'offre d'aller étudier aux États-Unis et de revenir après dans le domaine de la transplantation. Alors je quitte et je m'en vais avec mon épouse à cette époque-là et un bébé de 3 mois. Ensemble, nous quittons et on s'en va en Arizona pour 2 ans. Alors je suis à Tucson, en Arizona, un peu dans la mecque de la greffe cardiaque à l'époque, parce que la transplantation cardiaque est née à Stanford, en Californie, et il s'est étendu un petit peu dans les États avoisinants avec plusieurs personnes qui ont été entraînées avec Norman Shumway, qui est vraiment le père de la greffe. Même Chris Barnard, vous avez mentionné tantôt, qui vient d'Afrique du Sud et qui a fait la première greffe, avait été entraîné chez Shumway. Il l'a dépassé de quelques mois, là. Mais honnêtement, le maître à penser, c'est Stanford, en Californie. Et au moment où j'étais là, j'ai aussi la grande possibilité d'être formé par un chirurgien qui s'appelait Jack Copeland, qui est encore l'un des grands maîtres de ce domaine-là. Mais ce qui m'a frappé le plus, moi, au moment où j'y étais, et je le répète encore, j'avais des culottes courtes, j'ai pas de cheveux blancs, j'ai pu assister à la première transplantation cardiaque réussie après ce qu'on appelle un pont à la transplantation, un bridge to transplant. Alors, c'était la première fois qu'on le réussissait avec succès. Alors, un patient qui va pas bien, il n'y a pas de donneur d'organes, il n'y a pas de cœur disponible. On implante un cœur artificiel pour quelques semaines et ensuite on le transplante avec succès. Et c'était la première fois que ça se réalisait dans le monde et moi j'y étais au laboratoire autour et puis évidemment tout le monde regardait ça avec circonscription, un certain degré d'admiration. Ça prenait beaucoup de courage pour faire ça et l'équipe avec laquelle j'y étais était une équipe de gens frondeurs qui ont réalisé des choses qui, à l'époque, étaient considérées comme étant un peu tabou. Alors, donc, on commençait le concept de bridge to transplant. Quelqu'un qui est en train de décéder, pour lequel il n'y a pas de donneur, on implante un cœur artificiel et on le fait survivre et ensuite on le transplante dans de bonnes conditions. Ce concept-là, par la suite, a évolué. Moi, je suis revenu ici à Montréal et j'ai eu le bonheur d'embarquer avec une équipe à l'Institut de cardiologie qui nous ont, un an après, on partait, on allait s'entraîner et on faisait l'acquisition, nous aussi, d'un cœur artificiel de la même façon et on débutait le programme. Évidemment, la technologie de l'époque était pas aussi bonne que celle que nous avons maintenant et ça a bien évolué et je dois avouer que dans les dernières années, ce qui se développe effectivement beaucoup dans le domaine de la défaillance cardiaque et de la transplantation cardiaque, c'est l'utilisation, on peut dire globalement, on peut l'appeler comme ça, le cœur artificiel ou les systèmes d'assistance ventriculaire gauche, que l'on implante comme pont à la transplantation, comme pont à la décision, mais aussi comme disons, procédure à long terme, ou ce que les Américains appellent destination therapy. C'est-à-dire des gens qui vont garder leur appareillage et qui ne seront probablement jamais transplantés parce qu'ils ont une qualité de vie qui est relativement bonne. Pas tout à fait, pas encore aussi bonne. La technologie ne nous permet pas encore d'aller vers des implantations où les gens sont complètement autonomes, mais on y arrive bien bientôt. Là, ce ne sera pas très long. Donc moi, je suis dans cette mouvance-là de chirurgiens qui, au quotidien, ont affaire avec des malades dont le pronostic n'est pas très bon à long terme et chez lesquels on doit intervenir assez rapidement. Souvent, malheureusement, en greffe de cœur,
parce que le nombre de donneurs n'y est pas. On doit intervenir rapidement parce qu'il n'y a pas d'issue et on joue avec ces systèmes d'assistance mécanique-là. On se fait supporter ces gens-là par des systèmes d'assistance mécanique et on les greffe lorsqu'on trouve un donneur adéquat. Donc ça, c'est vraiment le momentum actuel qui se développe depuis déjà 25 ans et qui se fait au dépend du développement d'une technologie qui est complexe, mais qui est de plus en plus raffinée. Et comme vous voyez comme on le voit dans notre quotidien, l'informatique, les petits appareils, bien, nous aussi, nos appareils se miniaturisent et deviennent de plus en plus performants. Alors ça, c'est ma contribution personnelle, disons, au programme de transplantation et de support mécanique ici à l'Institut de cardiologie de Montréal. Encore une fois, je participe à une équipe assez extraordinaire. On a maintenant fait plus de 450 greffes et à peu près 80 cœurs mécaniques. Si on va maintenant, j'ai la chance 30 secondes? Oui, j'ai la chance de travailler à Transplant Québec depuis quelques années. Et c'est l'organisme qui fait l'identification, le prélèvement et la greffe au Québec, qui coordonne ces activités-là. On ne la fait pas. Nous, on coordonne l'ensemble des hôpitaux, des programmes de transplantation, des programmes de prélèvement. On travaille avec, encore une fois, des équipes d'infirmières, des équipes de coordonnateurs, des gens qui sont très motivés, beaucoup de médecins, beaucoup de docteurs, beaucoup de programmes. On essaie de coordonner tout ça, de faire la promotion du don. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup plus de personnes de receveurs disponibles qu'il y a de donneurs disponibles. Néanmoins, au cours des 2 dernières années, en 2013 et en 2014, on a connu 2 bonnes années, plus de 150 donneurs et plus de 500 greffes par année. Alors, ce sont les 2 meilleures années que nous avons connues, mais il est clair que Transplant Québec, avec le personnel, se propose d'augmenter le don d'organes, de faire la promotion. C'est notre travail, on le fait au quotidien. On veut le faire de mieux en mieux pour répondre aux besoins. Et c'est clair que c'est pas facile. Il y a d'énormes défis à soulever. Et j'imagine qu'on pourra y revenir tout à l'heure au cours de la discussion. Oui, absolument. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Carrier. Une bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît. Merci. Notre dernier panéliste, et non le moindre, c'est celui qui a bénéficié, n'est-ce pas, du talent de tous ces chercheurs et chirurgiens ici, l'expertise que l'on a. C'est Alexandre Grégoire. Donc, c'est notre premier greffé à la fois poumon-foie au Québec. C'était le 4 décembre 2012. Bravo. Le 8, c'est le 8 octobre. Alors, vous voyez... il ne faut jamais se fier aux journalistes. Hein. Moi, j'ai pris ça dans un article de journal. C'était la conférence de presse. Ah, voilà, ouais, c'est ça. Un petit peu plus en forme. Ah, voilà. Alors, vous souffrez à la fois de fibrose kystique et de problèmes hépatiques, ce qui a amené la décision, je crois, d'aller de l'avant avec cette transplantation-là à l'hôpital Notre-Dame. Je ne me trompe pas, là? Oui, exact. Non, c'est bon. Oui. Bon. Alors, c'est un peu une deuxième vie. Vous semblez en bonne santé, vous semblez resplendissant. Alors, je vous donne 5 minutes pour nous témoigner de ça et de votre participation à la recherche également. Merci beaucoup. Donc, oui, effectivement, je suis atteint de la fibrose kystique. C'est ce qui a fait en sorte que mes organes étaient atteints de la sorte. À l'âge de 30 ans, ben là, mes médecins ont commencé à me parler d'une greffe possible. Mes capacités pulmonaires baissaient beaucoup à l'époque. Le temps était venu, je pense, d'envisager cette avenue-là pour moi. À l'époque, par contre, on discutait juste d'une greffe pulmonaire, ce qui se fait souvent en fibrose kystique. Mais mes problèmes hépatiques étaient connus, mais la double greffe n'était pas encore une option à ce moment-là. Donc, après plusieurs tests en bilan pré-greffe, il s'est avéré que mon foie était plus malade que le pensaient les spécialistes à l'époque. Donc, trop malade pour lui permettre de traverser une transplantation pulmonaire. Donc, si, en fait, la greffe avait eu lieu sans que le foie soit greffé, j'aurais eu des chances d'avoir des problèmes par la suite pulmonaires dus à mes problèmes hépatiques. Donc là, ça devenait un petit peu problématique. Donc après plusieurs discussions entre hépatologues et pneumologues d'ici avec de leurs collègues à l'étranger, ils ont pris une décision, puis ils ont décidé que la double greffe pour moi, poumon et foie, était essentielle. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai senti un énorme stress parce que cette opération-là, elle n'avait pas eu lieu encore au Québec. C'était la première fois. Puis, je voyais que la logistique entre tous les intervenants devenait primordiale. Donc, l'équipe de transplantation hépatique se trouve ici à Saint-Luc et l'équipe de transplantation pulmonaire se trouve à Notre-Dame.
Donc, après un certain consensus encore, les chirurgiens ont décidé, toute l'équipe de médecine ont décidé de faire ça donc à Notre-Dame. Donc, l'équipe de Saint-Luc pour le foie s'est déplacée le jour venu. Donc, j'ai attendu environ 1 an et demi et la greffe a lieu comme prévu. J'étais chanceux pour ça, puis ça s'est passé sans trop de complications. Tout ça a été possible grâce à un travail d'équipe exceptionnel et une collaboration de tous les instants entre les équipes interdisciplinaires en greffe. C'est pratiquement ce que je retiens le plus de mon expérience de greffe. C'est la collaboration incroyable et le partenariat qui a existé entre les différentes équipes des différents hôpitaux, puis à l'intérieur du grand centre hospitalier universitaire. Depuis octobre 2012, donc ma greffe, je profite maintenant d'une nouvelle vie grâce à tout ça. Une greffe qui a été possible grâce aux avancées scientifiques qui ont été réalisées dans le domaine au cours des dernières années. Donc, c'était une première au Québec. Donc, une greffe aussi à laquelle j'ai survécu en grande partie à cause de la collaboration et du partenariat de chacun. Une réussite à laquelle j'ai participé, moi, en tant que patient, en raison de l'activité physique et de mes saines habitudes de vie que je prône depuis toujours autour de moi. Je peux aujourd'hui vivre à fond tout ce dont j'avais rêvé avant la greffe. Je me suis marié il y a 3 mois. Puis ma femme et moi, en ce moment, on est en processus de procréation assistée. Donc, on espère un premier enfant dans l'année qui s'en vient. Tout ça n'aurait pas pu être possible sans les avancées de la science et nos équipes de professionnels de la santé d'ici. Je crois que le patient a un grand rôle à jouer dans la réussite d'une transplantation. En fait, on met le patient de plus en plus au centre des décisions qui le concernent. J'agis en tant que patient partenaire au sein d'un projet de recherche lié à la transplantation au CHUM. Je m'implique dans le programme de partenariat de soins et de services à l'Université de Montréal et j'ai également participé à un atelier organisé par le Programme national de recherche en transplantation du Canada l'automne passé. Et dans ces 3 programmes, organisations, projets, le mot d'ordre en ce moment est de permettre aux patients de collaborer avec les intervenants qui les entourent et de participer aux décisions qui les concernent. Puis, la transmission de l'information aussi des professionnels de la santé, donc jusqu'aux patients, est extrêmement importante également. Donc, outre de participer aux décisions qui nous concernent en tant que patients, je pense que nous sommes responsables également de pratiques plus concrètes. Donc, je l'ai dit plus tôt, mais je le répète encore, si j'ai pu passer à travers cette dure étape de vie-là pour moi, c'est en grande partie à cause de l'activité physique. L'activité physique quotidienne et mes saines habitudes de vie m'ont permis de maintenir mon état de santé avant la greffe, pendant l'attente, en fait, de régulariser aussi mon diabète et de me permettre de garder une bonne masse musculaire là, avant l'opération. Ça a été ma façon à moi de participer activement à la réussite de ma greffe. Je me disais que plus j'étais en forme avant et plus j'aurais de chance de passer à travers cette épreuve-là, si on veut. Puis c'est ce qui arriva. Donc, je ne dis pas que ça n'a pas été difficile. Ça a été une étape très, très, très difficile. C'est dur pour le corps. Mais je pense que si je n'avais pas fait ce qu'il fallait avant la greffe, je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui pour en discuter avec vous. Donc, c'est pourquoi je m'implique activement dans le projet de recherche de Dr Agnès Raquel, endocrinologue au CHUM, qui permettra de déterminer l'impact d'un programme d'entraînement sur les fonctions cardiaques des patients greffés. Ce projet de recherche en prévention cardiovasculaire chez les patients greffés est la première étape cruciale d'une belle idée de créer un centre d'entraînement physique spécifique à la clientèle greffée au CHUM. Donc, c'est un très, très, très beau projet qui reste à suivre. Donc, en conclusion, oui, je crois personnellement que la recherche aide à améliorer la qualité des dons et le succès de transplantation. Je crois également que les patients ont une responsabilité dans la réussite de leur greffe. Et je crois par-dessus tout que toutes les belles réussites médicales aujourd'hui sont possibles grâce au travail exceptionnel de personnes comme celle assise à côté de moi aujourd'hui. Merci. Wow, très beau témoignage. Merci. Oui, bonjour, je m'appelle Rosalie Langevin, je suis greffée rénale. Je suis aussi infirmière en néonatologie depuis 10 ans à l'hôpital Sainte-Justine.
Et j'ai été suivie je suis suivie par l'équipe du CHUM en transplantation. C'est super intéressant. Je suis contente de participer, mais pas participer, mais assister à votre café. J'ai une petite critique, en même temps une question. C'est beaucoup de la recherche biomédicale. Puis vous avez tantôt, Dr. Hébert, mentionné les bioéthiciens qui se sont penchés là-dessus et la recherche multidisciplinaire. Je suis surprise de ne pas voir d'anthropologue qui se penche sur peut-être, comme par exemple, la question de pourquoi il y a des gens qui donnent leur rein, pourquoi il y en a qui ne veulent pas donner un organe. C'est l'exemple du don croisé, c'est intéressant aussi, mais il n'y a pas juste la biomédecine. En tant qu'infirmière, on le voit, là, mais il n'y a pas juste la biomédecine qui explique la réussite d'un traitement. On le sait qu'il y a le suivi, le soutien, la pauvreté, la richesse, la race, puis les ressources que le gouvernement, la ressource de la société. C'est pas juste biomédical. Puis ça serait intéressant de savoir, personnellement, moi, si vous avez rencontré des chercheurs qui se sont penchés là-dessus. Vous allez jouer l'anthropologue, allez-y. Je vais jouer à tout ça parce que ça va avoir l'air arrangé avec le gars des vues. Parce que ça va me permettre de vous expliquer c'est quoi le Programme national de recherche en transplantation du Canada. Là, on a tout l'air content, puis on en parle, puis au fond, on ne vous l'a pas vraiment expliqué. Mais on en est très fiers parce que, justement, on regroupe des chercheurs des différents types de recherche. Et c'est pas que de la recherche biomédicale. Il y a de la recherche biomédicale, il y a de la recherche clinique, il y a de la recherche en organisation des soins de santé, puis en santé des populations. Puis oui, on a des éthiciens, on a des spécialistes, des avocats, des gens qui travaillent en anthropologie, en sociologie, en économie de la santé. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu s'assurer, par contre, que tout ce beau monde-là ne travaillait pas en silo, parce que c'est le grand défi, ça. Alors, tout le monde a des bonnes idées, puis là, you take the money and run. Hein? C'est comme, ah oui, j'ai eu mon temps d'argent des IRSC, on est content, et puis là, après ça, on ne parle plus à nos collaborateurs, et puis on fait notre petite affaire. Et puis ça sert pas à grand-chose, ça. Et donc, l'idée, c'est de créer un environnement national où il y a un dialogue entre les différents types de chercheurs. Donc, on a commencé en prenant trois plateformes d'appui pour tous les projets. Puis on a créé 3 plateformes d'appui. La première plateforme, c'est justement notre plateforme en éthique, loi et recherche sociale. Et puis, on a, alors peut-être que Marie-Chantal Fortin, qui fait partie de cette plateforme-là, voudra commenter là-dessus. Mais donc, on a un groupe de chercheurs à travers tout le Canada qui appuient tous nos projets, quels qu'ils soient, et qui, eux aussi, développent leurs projets de recherche autour de ces interrogations-là dans la transplantation. Deuxième plateforme, c'est la plateforme en recherche clinique, parce que pour faire de la bonne recherche clinique, mais il faut être habilité et supporté par un groupe qui en fait de manière tout à fait professionnelle. Et donc ça, on a une plateforme et on fait affaire avec... on est appuyé par l'équipe de l'Institut de cardiologie de Montréal qui aide tous nos programmes de recherche clinique où qu'ils soient au Canada. Et puis après, on a aussi un programme de formation pour nos jeunes chercheurs, et puis pas que nos jeunes chercheurs, pour aussi des chercheurs qui sont en place et qui doivent devenir habilités à comprendre le langage de l'autre. Alors, quand je me retrouve dans une salle avec remplie de bioéthiciens puis que je viens de recherche en sciences de base, c'est pas nécessairement facile de comprendre la différence entre la phénoménologie puis l'herméneutique. Tu as besoin d'aide un peu. Alors, on a besoin aussi de programmes de formation. On a besoin de programmes de formation pour nos étudiants. Alors, on a ces 3 programmes-là. Et après ça, on a 6 projets. Mais chacun des 6 projets de recherche, qui sont tous actifs sur plusieurs sites, chacun des 6 projets sont interreliés entre eux et ont différentes composantes qui sont en général, pas que biomédical. Le projet 1, c'est comment on peut développer des nouvelles modalités pour réparer et améliorer les organes qu'on transplante. Projet 2, c'est améliorer l'identification puis le nombre de donneurs. Projet 3, que moi je supervise comme tel, je co-dirige la grosse affaire, mais je supervise un projet, c'est le seul qui est en sciences biomédicales, mais et puis, c'est vraiment un projet. Alors, Steven et moi, on est dans ce projet-là. On travaille vraiment à comprendre quels sont les biomarqueurs, puis comment ça fonctionne quand un organe est endommagé au moment de la greffe. Est-ce que ça joue un rôle dans le rejet? Mais on est
en lien avec tous les autres projets. Donc, ce qu'on découvre, on peut l'appliquer et le tester cliniquement plus rapidement. Projet 4, c'est les complications infectieuses associées à l'immunosuppression. Et projet 4, c'est les modalités d'induction de la tolérance. Projet 5, c'est les complications infectieuses. Projet 6, ça va vous toucher, vous qui travaillez à Sainte-Justine, c'est les complications particulières de la pédiatrie, de la transplantation, mais chez nos très, très, très jeunes patients. Où est-ce que là, il y a un contexte particulier puis qui demande aussi une attention particulière. Donc c'est pas que biomédical. Merci de m'avoir donné l'opportunité de clarifier ça. Votre nom, s'il vous plaît, madame. Bonjour, je m'appelle Maude Schneider. Je suis greffée du rein depuis 2008 pas par Dr Hébert, mais je suis suivie principalement par le Dr Hébert. Donc, je trouvais ça intéressant, Alexandre, de vous entendre parler. Moi, à chaque fois que j'entends des gens greffés qui réalisent des grands défis, ça me touche, puis je suis... en tout cas, félicitations. Je suis aussi infirmière clinicienne, puis j'ai déjà travaillé dans une clinique de néphrologie. Je vous entends, puis on dirait qu'on s'est parlé, Rosalie et moi, avant. Ça va un petit peu dans le même sens qu'elle, si ce n'est que moi, ce que je trouvais, c'était que auprès des clients qui souffraient d'insuffisance rénale chronique, on avait de la difficulté quant à l'adhésion thérapeutique de ceux-ci. Souvent, ils ne prenaient pas leur médication et tout ça. Donc, dans un contexte de prédialyse, on peut comprendre que s'ils ne prennent pas leur médication avant, après, on a beau inventer les meilleurs antirejets qui existent, si les gens ne sont pas nécessairement prêts à les prendre, est-ce que vous faites des recherches et des choses comme ça par rapport à ce sujet-là? Donc, ça va pour les trois. Qui veut répondre? Je ne vais pas être la seule à parler. Là. Mais Michel, en fait, c'est Oui, c'est pas facile. Mais la compliance, en tout cas, nous, en greffe cardiaque, c'est l'un des critères d'inclusion pour être capable de transplanter quelqu'un. D'abord, on fonctionne en équipe, tous. Je sais pas une décision de... Moi, je suis un banal chirurgien. Là, je sais couper, mais je sais travailler avec mes mains, mais il y a des choses que je comprends mal et que je comprends pas, et on fait ça en équipe. Cardiologue, psychologue, psychiatre, on évalue ces gens-là, on essaie de les suivre. Mais la compliance est effectivement, comme vous l'avez mentionné, c'est une des clés du succès. Il faut sélectionner aussi des gens qui vont être compliants. Si quelqu'un refuse de prendre ses médicaments, nous, on va essayer de jouer avec le psychologue, le psychiatre autour, de le convaincre et de l'adapter, de le faire s'adapter à ce qu'on veut. Mais ça peut être une des contre-indications à y aller aussi, malheureusement. Et c'est une des grandes causes d'échec aussi des interventions qu'on fait parce que, évidemment, vous le savez encore mieux que moi, là, mais en greffe de cœur, en tout cas aussi, il faut adhérer à un certain protocole de traitement. Il faut subir. Nous, en greffe de cœur, on va soumettre les gens à des biopsies endomyocardiques assez régulièrement. Il faut que les gens viennent aux cliniques externes, etc. Donc, la compliance, vous avez tout à fait raison. Je ne pense pas que ce soit une chose extrêmement simple à répondre. Je ne crois pas. Je pense qu'on tente d'y répondre en équipe avec de l'aide des gens qui sont hyper compétents, psychiatres, psychologues. Et il y a un énorme travail à faire là auprès des gens, c'est clair. Mais c'est une des composantes qu'on regarde tous les jours, à chaque fois. Et c'est quelque chose qui peut nous jouer un vilain tour. Et là, on peut se ramasser avec des phénomènes de rejet complexes, nous, en tout cas, en greffe cardiaque. Docteur Parskevas? Oui, je ne sais pas si mon opinion sur la compliance, mais probablement un peu comme Michel, mais vous aussi, Maude et Alexandre, vous connaissez la réalité des greffés. Grâce à la chance, je n'ai pas eu une grande maladie dans ma vie. Le plus que je devais prendre une prescription pour 7 jours ou quelque chose comme ça. Je pense que tout le monde, peut-être jusqu'à la 6e ou 7e jour, a oublié des doses d'une prescription. La personne greffée doit prendre plusieurs 10, 20 pilules ou plus par jour à des heures différentes. Et nous avons cette
on a classifié peut-être les gens comme non compliants, ils sont méchants à cause de ça, et je ne comprends pas exactement pourquoi. Je vois la compliance ou la mauvaise compliance a un caractère humain, c'est naturel après combien de temps, des années à prendre 20 pilules par jour. C'est presque une impossibilité à être compliant, et nous devons développer des systèmes ou de réduire les doses ou le nombre de pilules, ou de trouver un système pour aider les greffés à continuer de prendre leurs médicaments. On sait les conséquences, mais on traite les non-compliants comme ils ont fait quelque chose de mauvais, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Su Quan Chen, je suis donneur depuis le mois d'octobre. J'ai eu mon opération à l'hôpital St. Paul's à Vancouver. J'ai participé au programme d'échange. Peut-être que le docteur au Royal Vic ne se souvient pas de moi, mais on était à un moment donné dans le même bureau. Dr. Feldman était mon chirurgien attitré au Royal Vic. En fait, mes questions, c'est par rapport à l'écart que j'ai observé à travers mes recherches. Avant de devenir donneur, je me suis intéressé beaucoup à ça. Je vois que les donneurs cadavériques sont vraiment au-dessus de la moyenne canadienne au Québec et au Saskatchewan, mais que les donneurs vivants sont en bas de la moyenne au Québec et au Saskatchewan. Les donneurs vivants au Québec sont peut-être les plus bas au monde, certainement au Canada. Donc, je voulais savoir si vous savez pourquoi, ou si vous ne le savez pas pourquoi, si vous avez une hypothèse. Deuxième question, vous savez qu'il y a une moyenne de vie différente entre un don cadavérique et un don vivant. Et je me demande s'il y a une recherche qui est faite pour savoir s'il y a un moyen d'augmenter au moins ou diminuer l'écart entre les deux. Et troisième question, excusez-moi, j'ai 3 questions. Correct. Je me demande pourquoi le Québec, en termes de donneurs vivants, est en dernière place. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup qui a été fait, mais malgré le fait qu'il y a un programme de remboursement au Québec, maintenant pour les dons de vivants, surtout pour reins, malgré ça, malgré le fait qu'on est rentré dans le programme d'échange, le nombre de donneurs vivants depuis les 10 dernières années n'a pas changé. Alors, je voudrais avoir au moins vos avis là-dessus. Si vous n'avez pas la réponse, au moins des hypothèses. 3 excellentes questions. Je les avais moi aussi, mais bravo. Mais je pense que vous n'êtes pas le seul qui l'avait constaté. Là. Tout le monde l'a constaté. Et depuis 2-3 ans, il y a un programme, 2 ans, je pense qu'il y a un programme de support des frais qui vient du gouvernement québécois, un peu comme l'Ontario et les autres provinces l'ont fait, pour essayer de faire la promotion du don vivant. Dans cette institution ici, d'ailleurs, Marie-Josée est plus au courant que moi encore, là, il y a un champion qui s'appelle Michel Paquet Paquet a vraiment donné le maximum pour essayer d'augmenter, instaurer un programme de don vivant, non seulement ici au CHUM, mais aussi tenter d'en faire bénéficier tout le monde au Québec. Il y a entre guillemets, la promotion, c'est pas le bon terme, mais on essaie certainement de vendre ce concept-là de plus largement. Il est clair que le DDN au Québec a toujours été, entre guillemets, je dis relativement bon, parce qu'il pourrait être bien meilleur que ça. On souhaite que ça augmente beaucoup, le donneur par décès ou le donneur cadavérique. Mais je pense qu'il faut travailler sur les deux notions, parce qu'il est clair que lorsqu'on a un donneur vivant, lorsqu'on embarque dans la fameuse chaîne pan-canadienne, eh bien, c'est un donneur de la liste cadavérique qui va sortir et ça nous soulage, et on peut prendre le prochain rein cadavérique et le donner à une autre personne. Donc, autrement dit, c'est un win-win, c'est du gain pour tout le monde. Et je pense que depuis, Marie-Josée va peut-être me corriger, mais depuis 2-3 ans, il y a un effort maximal qui est fait par tous les programmes de transplantation rénaux du Québec pour essayer d'augmenter le don vivant. Bon, on voit que le don par donneur décédé a plafonné un petit peu. On a été chanceux dans les 2 dernières années. On a un petit peu plus de donneurs cadavériques, mais on travaille sur les 2 systèmes à la fois. On est tout à fait conscient qu'on peut faire beaucoup mieux en don vivant. Et entre parenthèses, on peut faire probablement encore beaucoup mieux aussi en don cadavérique. Si on regarde nos collègues ontariens, où le gouvernement a investi
je dirais très grandement dans le système de donation ou dans ce qu'on appelle Trillium, qui est le système qui gère l'ensemble des dons d'organes, disons, en Ontario. Ils nous ont rattrapés et dépassés en termes de donneurs cadavériques. Et donc, là, on se ramasse dans des situations qui sont plus idéales avec une bonne quantité de donneurs vivants et une bonne quantité de donneurs cadavériques. Mais je pense que depuis quelques années, là, il y a beaucoup de gens qui essaient de corriger le tir ici au Québec. Une autre perspective sur le balance entre donneurs décédés et donneurs vivants, c'est que nous avons les donneurs, même les donneurs décédés sont notre ressource pour les receveurs. Ici à Québec, on est connu pour l'utilisation de tout donneur possible. Non, mais c'est aussi connu que l'âge moyen de nos donneurs décédés maintenant, c'est à peu près 55 et ça monte chaque année. Notre utilisation de donneurs de reins, par exemple, reins des donneurs de plus de 60 ans, est le meilleur en Canada, plus que 35%. Presque 4 fois plus que le niveau d'utilisation en Alberta à 8%. Alors, peut-être la question, c'est en Alberta, qu'est-ce qu'on fait avec les donneurs âgés? Nous croyons que ce sont des reins qui fonctionnent très, très bien. Notre équipe a greffé 2 reins de 85 il y a quelques semaines. Ils fonctionnent très, très bien. C'est connu qu'ils ne sont pas des reins de 25 ans, mais il y a plusieurs receveurs qui n'ont pas plus que 5 ans à vivre sur la dialyse sans une transplantation. Alors, il y a des receveurs pour ces reins et ces reins peuvent fonctionner pour longtemps, pour le reste de la vie du receveur. Alors, merci à vous tous et allons prendre un bon café à l'extérieur. Merci, au revoir. Merci à vous.